Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Julia est féministe militante, fondatrice du compte Instagram Gang du Clito et autrice. C'est aussi la fondatrice de la maison d'édition You Better Call Julia. Mais Julia, c'est aussi la femme qui a dévoilé un clitoris géant sur le Trocadéro le 8 mars 2021. Sa mission, rendre accessible le féminisme du quotidien et déconstruire le mythe patriarcal. Elle a toujours été indépendante, elle a toujours eu ce désir de faire ce qu'elle veut et a toujours été désobéissante. Il y a quelques années, Julia prend conscience qu'il y a des règles et que ces règles ne lui conviennent pas, et que la seule manière de modifier ces règles est de désobéir. Mais dans une société où l'égalité homme-femme n'existe toujours pas, n'est-il pas nécessaire de désobéir puisque les règles ont été mal définies ? Julia a eu un déclic en 2018. Tout a commencé avec le sujet de la masturbation féminine, un sujet tabou. On ne sait pas à quoi ressemble le clitoris et elle se rend compte qu'elle ne connaît rien de son propre clitoris. Comme le dit Julia, nous sommes dans une fausse société moderne avec une excision mentale. En 1998, c'était la Coupe du Monde, c'était aussi la découverte du Viagra, mais c'est aussi l'année de la première dissection du clitoris. Alors que le clitoris était connu depuis la nuit des temps, que même des momies ont été retrouvées excisées. À 6 ans, on nous apprend que le il l'emporte sur le elle. À 15 ans, on nous apprend comment nous habiller pour ne pas être violés. À 20 ans, on se rend compte de l'inégalité des salaires hommes-femmes. À 30 ans, on accouche sur le dos pour mettre à l'aise le médecin. Plus qu'un échange, c'est un vrai transfert d'informations, un transfert nécessaire. Le féminisme est une révolution, un mouvement inévitable. Sans la désobéissance des femmes, nous n'aurions toujours pas le droit de vote. Comme le dit Julia, je veux pouvoir affirmer ma puissance avec mon cerveau et non avec mon cul. Bonne écoute à vous. Hello Julia. Hello Sandra. Julia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots pour nous expliquer un petit peu qui tu es ? Alors, je m'appelle Julia Pietri, je suis féministe militante, fondatrice du compte Instagram Gang du Clito. À côté de ça, j'écris des livres et j'ai monté une maison d'édition qui s'appelle Better Call Julia, qui édite uniquement des femmes et qui a pour but de promouvoir, on va dire, un féminisme populaire, de démocratiser, sans simplifier, mais de rendre accessible, on va dire, le féminisme du quotidien. Et en général, c'est ce qui englobe mon travail dans sa globalité, puisque je me considère comme une pop féministe, c'est-à-dire que je vais me servir de la pop culture pour intégrer le féminisme dans notre quotidien. On va dire, voilà. Eh ben, ça fait beaucoup de choses. Bravo pour tout ce que tu fais en tout cas. Alors justement, Julia, comment t'en es arrivée là ? On a envie de comprendre, c'est un peu le but, l'objectif du podcast des locomotives, c'est de comprendre, si tu veux, à travers chaque parcours de mes invités, comment ils en sont arrivés là, quel est l'état d'esprit, les éventuelles missions derrière chaque projet. Du coup, que faisait Julia il y a quelques années et comment elle en est arrivée là aujourd'hui ? Quand tu dis il y a quelques années, c'est combien d'années ? Eh ben ouais, il faut remonter un petit peu dans le temps, je dirais jusqu'à tes études peut-être ? Ah c'est simple, moi je n'ai pas fait d'études, donc si tu veux dire à la vingtaine. Ouais, par exemple. La vingtaine, j'étais où ? Moi, à la vingtaine, j'ai fait quoi ? J'étais en Afrique du Sud et je faisais les saisons. Et du coup, j'étais vendeuse l'été et je voyageais l'hiver. On va dire, voilà. Pour faire court, c'était ma vie vers 20 ans. Ok. Et alors, la transition entre ta vie, qui avait l'air assez stylée d'ailleurs, vers 20 ans, à maintenant féministe pop, il s'est passé quoi du coup entre toutes ces années ? Alors, on va pas rentrer dans une psychanalyse très profonde, mais je pense pas qu'il y ait de cassure. Je pense que
tout est lié, c'est un fil. Je pense que on peut, même si on dit qu'on a plein de vies, en fait, on n'a qu'une vie, hein, dans le réel. On n'est qu'une personne, même si on dit qu'on a plusieurs soi, etc. Au fond, on n'a qu'un corps. Enfin, je veux dire, moi, j'aime bien rester finalement en l'unité, dans la complexité de l'unité de nous-mêmes. Il y a, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien parler de féminisme pop. C'est qu'en fait, c'est pas parce que j'étais vendeuse que finalement je n'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui parce que j'écris, si tu veux. Même si pour moi, à la base, à 20 ans, jamais, mais vraiment jamais, je m'étais dit, tiens, un jour, j'écrirai un livre. Parce que pour moi, dans mon imaginaire, écrire des livres, c'était réservé aux intellectuels, et beaucoup aux intellectuels tout court d'ailleurs. Et donc, c'était pas quelque chose que j'avais même envisagé. Et je pense que c'est ça le féminisme populaire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est réussir à rendre possible et que les femmes envisagent des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas envisageables. C'est pas uniquement des lois à légiférer, c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, sur notre quotidien, et que ça soit finalement dans notre couple, que ce soit dans notre vie au travail, dans la rue, avec les amis, ou dans notre éducation finalement. Moi, j'ai toujours été la même personne, c'est-à-dire indépendante, vouloir partir, par exemple, en Amérique du Sud à 20 ans toute seule, en tant que femme. C'est aussi quelque chose finalement qui est pas banal. C'est aussi quelque chose où on veut s'affranchir, où on se dit que c'est possible, alors que tout le monde nous dit ah non c'est dangereux, tu vas partir toute seule, t'es une femme, mais attention, etc. Donc en fait, il y a toujours eu cette idée de vouloir faire ce que je voulais. Ça, je pense que c'est grâce à l'éducation que j'ai eue. Mon éducation familiale qui était finalement vraiment sans règles. Il y avait quelques règles de valeur, mais je me rends bien compte que c'est en arrivant finalement dans la société dans laquelle on vit, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des règles qui justement pour moi n'avaient jamais été présentées, avec une éducation comme ça très libertaire. Et du coup, je pense que c'est grâce à ça que j'ai compris que finalement, les règles qui venaient à nous, les règles qu'on nous imposaient aussi un jugement, notre libre arbitre, et que une règle, si on était en accord avec cette règle, il fallait la respecter, mais que en fait désobéir, c'était finalement une notion très importante dans la vie. Et c'est lié au féminisme parce qu'il faut se rappeler qu'aujourd'hui, en tant que femme, si je peux voter, si je peux travailler, avoir un compte en banque, c'est parce qu'un jour, il y a d'autres femmes qui ont déjà désobéi avant moi pour demander le droit de vote, pour dire qu'elles voulaient travailler. Donc en fait, voilà, je pense que la désobéissance, aujourd'hui on parle beaucoup de désobéissance civile, mais la désobéissance du quotidien, enfin je veux dire Rosa Parks, dans son bus, elle a désobéi et elle s'est pas levée pour laisser sa place à un blanc. Donc voilà, c'est pour moi, c'est la désobéissance qui fait vraiment avancer aussi les choses, les mentalités, les lois et la société. Donc, il y a ce petit côté, voilà, j'étais très désobéissante depuis toujours, et ce petit côté où je voulais faire ce que je voulais, finalement, je dirais que c'est le fil rouge qui m'a amenée aujourd'hui où je suis, quoi. C'est quoi la jeunesse finalement alors du Gang du Clito? À quel moment tu t'es dit je vais créer un média hyper puissant justement sur le féminisme? En fait, je me suis pas dit vraiment, les choses se sont faites. Enfin, moi, là, je reviens au global, mais je pense que tout part de soi. Et je pense que ce qu'on fait bien, c'est finalement c'est ce qui part de soi et ce qui nous ressemble le plus. Moi, quand j'ai créé le Gang du Clito, encore une fois, jamais je m'étais dit je vais faire un compte média féministe qui va être assez représentatif en France. Je me suis juste dit, je suis en train d'écrire un livre, il me faut des témoignages de femmes au sujet de la masturbation féminine qui est très tabou. Là, je te parle de ça, c'était en 2017-2018. Et je me suis dit, la meilleure façon, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, je vais créer ce compte pour que les femmes puissent m'envoyer leurs témoignages. En fait, c'est parti de là. Donc, à la base, c'était pas du tout un compte qui était aussi généraliste dans la culture féministe aujourd'hui. C'était vraiment un compte où, voilà, je me suis présentée, j'ai dit Julia, j'ai créé un livre sur la masturbation féminine qui veut répondre à mon questionnaire. Et ça s'est emballé parce que finalement, en 2 semaines, j'ai eu plus de 6000 réponses à un questionnaire.
C'est ce qui est énorme et moi, je m'en rendais pas compte parce que moi, j'étais pas suivie du tout, hein, j'étais un petit compte et ça démontrait à la fois l'omerta qu'il y avait dans ce sujet-là et le désir pour les femmes de parler de ce sujet-là. Et je m'en suis rendu compte après, puisque par la suite, bah voilà, il y a eu un déroulé, puis je me suis mis aussi à mener d'autres actions, des pétitions, et c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas si facile finalement d'avoir des témoignages, parce que j'ai relancé d'autres questionnaires par la suite sur d'autres sujets, et j'ai eu beaucoup moins. Je crois qu'après, je suis remontée seulement jusqu'à 3000 témoignages. Euh, Ah ouais. alors que voilà, là, il y a eu vraiment un engouement. C'était quelque chose, je pense, général, sociétal, qui est arrivé à pic, parce que je pense que c'est toujours ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont, quand on cherche, et j'en parle dans mon livre, travaillé sur le clitoris avant ou la masturbation féminine, c'était des sujets où j'étais pas la pionnière, la première à parler de ça. Hein. C'est juste qu'il y a un moment où les gens sont prêts, où la société est prête à l'accueillir en masse. Et je pense que, en fait, je suis arrivée à ce moment-là avec mes questionnements qui étaient des questions personnelles, intimes, qui venaient de moi et qui ont fait écho et résonné en fait avec toutes les autres femmes. Enfin, je dis toutes, en tout cas beaucoup d'autres femmes qui à ce moment-là Bien en sûr. fait arrivaient à cette même complexité que moi de dire attends, on vit bien en France, on est en 2018, c'est quand même un pays du G20 en mode grande puissance mondiale, on veut aller sur Mars, enfin voilà, on nous projetait plein de trucs et je me rends compte que merde, à 30 ans, on m'a pas encore euh, donné à voir l'échographie complète de mon clitoris, tu vois. Là, il y avait une sorte de, ouais, c'était vraiment une gifle mentale, c'était une sorte de dissociation, c'était tellement, en fait, c'était incohérent d'avoir à quel point il y avait des progrès technologiques, sociétaux, etc. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on prenait notre société moderne, hein, contemporaine. Et à côté de ça, il y avait quelque chose qui était finalement très moyenâgeux, où et ça représentait quand même 52% de la population mondiale. Et c'était encore un point d'interrogation. Et même ma gynéco, je me souviens, parce que bon, du coup, j'en ai parlé, j'ai parlé de ça, de mes questionnements, etc., n'avait pas étudié le clitoris et n'en savait pas plus que moi. Donc c'était vraiment dingue, en fait, de se rendre compte qu'il y avait... on parlait beaucoup d'excision physique, qui était voilà, les mutilations sexuelles qu'on connaît tous malheureusement dans le monde. Horrible. Mais là, ça faisait écho sur une société moderne qui pensait être moderne et en fait qui avait une excision mentale en fait et qui avait réussi à nous intégrer ça puisque bah on vit notre corps, bah, on l'a depuis qu'on est. Moi, j'étais curieuse, justement, je m'intéressais à ces questions-là. Je pensais pas, voilà, j'étais pas, je parlais beaucoup de sexe avec mes amis, etc. C'était pas, pour moi, j'étais encore plus choquée que c'est égoïste de me dire ça, mais que moi je le sache pas. Je me dis comment ça j'ai l'impression que je me renseigne, j'ai lu plein de bouquins, etc., que je suis pas du tout la dernière des nonnes. Et là-dessus, c'est table rase. Donc ça, je pense, ça m'a fait un gros choc. Et encore une fois, ça contribue à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de toujours replacer les choses, et c'est important, voilà, de garder cette réflexion, parce qu'en fait, on parle beaucoup de déconstruction quand on se métamorphose féministe, et c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, on a grandi, on va dire, dans une culture qui nous a conditionnés à être d'une telle façon sans qu'on s'en rende compte. Et c'est vraiment profondément ancré parce que c'est ancré depuis des générations et des générations. C'est pas juste sur notre propre vie. Et c'est des choses qui se transmettent de mère en grand-mère, d'arrière-grand-mère, etc. Et on se rend compte, même moi là, je suis hyper engagée. C'est un questionnement qui est quasi quotidien sur finalement décortiquer le sexisme qui m'entoure dans mon quotidien et qui est même, on va dire, des fois une misogynie intégrée en moi-même. Et je me rends compte que chaque jour, je détricote la petite pelote de laine et il y a toujours quelque chose de plus en plus profond. Et en fait, c'est ça, je pense, sur ce choc-là de me dire, ah, en fait, voilà, je pensais, quand on m'a appris les fondements, liberté, égalité, fraternité, voilà, je voyais un monde un peu bisounours. Voilà, c'était écrit, il y avait du texte, c'était ancré, et je me suis dit, c'est vrai, en fait, il y a l'égalité. J'avais pas l'impression, en fait, qu'on vivait dans une société inégalitaire. En tout cas, homme-femme, bien sûr, je savais qu'il y avait des inégalités, mais sur les hommes et les femmes, je pensais que c'était un combat passé. Parce que c'est ce qu'on nous a... Déjà, on nous apprend pas à l'école, et on nous, si tu veux, explique
que d'ailleurs c'est le premier, on va dire le premier reproche qu'on peut avoir quand je parle de féminisme, c'est ah mais c'est bon maintenant aujourd'hui, c'est bon, on n'est plus au Moyen Âge, l'égalité homme-femme existe, elle est là quoi. Que veux-tu de plus? Et en fait c'est là que c'est hyper compliqué parce que tu as à la fois dans le texte, dans la Constitution, dans le droit, si on légifère, oui, bon, bah, légiférer, on est égaux. De toute façon, on a les mêmes droits, voilà. Mais maintenant, la bataille, elle est plus, on va dire, juridique, elle est dans nos vies. Elle est, OK, comment on fait appliquer tout ça? Comment on change les mentalités? Parce qu'il suffit pas de l'écrire dans un texte pour que, hop, il y ait des paillettes qui arrivent et qui arrangent tout d'un coup. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là qu'à chaque fois, c'est ces petites gifles mentales, tu vois. Donc il y avait, voilà, de me rendre compte que il y avait un analphabétisme sexuel sur le clitoris, mais vraiment, hein, et on en parle encore aujourd'hui, mais en médecine, c'est très grave. Enfin, je veux dire, quand j'en parle, souvent, on me dit oui, bon, oui, ok, tu connaissais pas l'anatomie de ton clitoris, mais qu'est-ce que ça change? Mais en fait, ça change. Ah ouais, mais non. Enfin, je veux dire, Eh ben, bien et sûr. c'est pas que de plaisir, en fait. C'est moi, je donne souvent cet exemple-là en médecine. Rien que un accident de voiture, un homme, une femme, voilà, blessés aux endroits sexuels. Les hôpitaux sont équipés pour réparer, par exemple, un pénis, vont être équipés et vont avoir des diagnostics et vont avoir appris pour pouvoir gérer cette situation-là. En revanche, nous, par exemple, moi, j'arrive avec mon clitoris, je sais pas, je dis un truc horrible, mais j'ai eu un accident, voilà, je me suis pris un violent coup qui fait qu'il y a une déchirure, j'en sais rien ce qu'il peut avoir. Là, en fait, dans la dernière pétition avec d'ailleurs des médecins hyper reconnus, que ce soit le docteur Foldes, Odile Buisson, etc., qui ont été à l'origine des premières échographies du clitoris, le disent. C'est-à-dire que les hôpitaux ne sont pas équipés pour gérer justement la chirurgie réparatrice des clitoris. Et deuxièmement, on n'apprend pas les choses à l'école de médecine, tout simplement parce qu'on n'y a pas encore un cahier de diagnostic, un cahier de symptômes, un cahier de voilà comment faire si, c'est-à-dire qu'il n'y a pas matière à. Donc en fait, il y a énormément voilà de choses comme ça qui finalement sont très graves parce que ça déroule beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, tu partages beaucoup de contenu sur les réseaux et via d'autres biais aussi, des conférences et cetera, et tu expliques que donc c'est quelque chose que la plupart d'entre nous ne savent pas, je pense, que le clitoris a été découvert en 1998, donc ce qui est très drôle, en même temps que le Viagra. Ouais, j'aime bien mettre cette petite comparaison. Bah oui, bah bien sûr! Mais c'est C'est le dingue! petit truc C'est pour, complètement dingue! en fait, c'est pour, que les gens s'intéressent et se disent: «Ah bon?» et qu'il y ait justement un parallèle qui permette justement de comprendre, l'écart, en fait, Mais tout à fait. qu'on défend. Ensuite, si tu veux le détail, de l'histoire du Viagra, parce que par la suite, j'ai encore plus, étudié la chose. Approfondis la chose. Il paraît que finalement, le Viagra a été inventé par erreur, c'est-à-dire qu'ils faisaient des recherches sur le schéma reproductif, je crois, et ils ont trouvé en fait, voilà, que la molécule du Viagra permettait, si tu veux, de bander, mais ça a été apparemment une erreur. Voilà. C'est ce qui se dit en médecine. Mais pour revenir à cette date, moi, elle était hyper symbolique parce que je m'en souvenais très bien de cette date. 98, pour en tout cas les femmes de mon époque, 98, c'était la Coupe du monde. Je me souviens très bien l'âge que j'avais, je me souviens très bien de cette époque-là. Et de me dire que c'était à cette époque-là que Hélène O'Connell, qui est une urologue australienne, se dit tiens, je vais faire la première dissection du clitoris dans la médecine contemporaine. C'est quand même dingue. Sachant qu'en fait, c'est ce que j'explique dans mon livre, en fait, le clitoris finalement est connu depuis la nuit des temps. Et on se fout bien un peu de nous, quoi. Parce que finalement, quand je donne l'exemple de l'excision, des momies ont été retrouvées excisées, des momies qui datent du début de l'humanité, mais je sais plus combien d'années avant Jésus-Christ. Donc, ça prouve bien que le clitoris, si on l'enlève depuis la nuit des temps, on sait bien qu'il existe.
Donc, en fait, il y a ce parallèle qui met vraiment en avant la misogynie et la société patriarcale dans laquelle le monde s'est construit. C'est que le clitoris, on le connaît depuis la nuit des temps, et finalement, encore aujourd'hui, on avait du mal à avoir une anatomie exacte. Sachant que dans les recherches, on a retrouvé des gravures de clitoris qui étaient assez précises, mais qui ont été volontairement oubliées pour ne pas les placer dans les gros livres d'anatomie, de médecine, etc., pour pas qu'il y ait de continuité, en fait. À chaque fois, il y a eu ce désir des médecins, donc des hommes, puisqu'à l'époque, c'était des hommes les médecins, il y avait vraiment cette volonté de cacher le clitoris, de le détruire, en fait, dans toutes les étapes. C'est dingue. Ouais. Et ça, je trouve. On n'est pas au courant de ça. Enfin, on n'est pas au courant. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui soit très, enfin, tu vois, beaucoup partagé, en fait. Bah exactement. C'est pour ça que, en fait, dans mon livre, Le petit guide de la masturbation féminine, dans lequel c'est pour ce livre-là, en fait, que j'ai enquêté ma petite histoire et que j'ai essayé de comprendre le chemin, pourquoi, voilà, le clitoris avait été si longtemps oublié. Et en fait, voilà, on se rend compte que non. Il y a eu des tentatives de le mettre en avant, de l'expliquer, etc. Mais ça n'a pas. Mais bon, c'est très simple à expliquer. Quand on parle de féminisme et de système patriarcal, les gens nous expliquent oui, mais ça n'existe pas. C'est parce que tu veux toujours plus de liberté, etc., etc. Mais ils n'ont pas conscience à quel point. Et en même temps, moi non plus, j'en avais pas conscience avant. Tant que tu commences pas à te déconstruire sur les valeurs dominantes qui sont pour toi, et enfin, moi je dis pour toi, mais je parle de moi. Quand on grandit, quand on essaye d'apprendre, quand on veut devenir une adulte dans notre société, c'est toutes ces valeurs-là qui sont transmises de manière cette culture patriarcale, cette culture du viol, cette culture-là qui est finalement invisible. On nous donne pas un panneau en expliquant tu es une femme violée en puissance et fais bien attention à toi parce que si tu te comportes pas bien, si tu portes un truc un peu trop court ou que tu sors un peu la nuit, il pourrait t'arriver quelque chose et ce serait normal. Parce que la nuit ne t'appartient pas et parce que tu t'es habillée un peu trop court. Donc en fait, il y a toujours cette mentalité qui est là. Et on a grandi avec. Alors ça change, mais moi, j'ai vraiment grandi dans cette culture-là, où on expliquait aux filles comment faire en sorte de ne pas être violée. On n'expliquait pas aux garçons de ne pas violer. C'était à nous de ne pas sortir tard le soir, à nous de rester groupés, à nous de ne pas s'habiller comme ça. Voilà, c'était toujours la provocation venait de la part des filles. Et du coup, ça, je peux te le décoder et te le mettre dans tous les secteurs, que ce soit, là, je te parle de l'éducation, mais même, on parle dans la scolarité. Moi, la première chose que j'ai appris en conjugaison, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Bon, t'as 6 ans, t'apprends ça. Moi, je me souviens, je me suis dit, bien. Les bases sont posées. Voilà. Les bases sont posées, mais en même temps, tu veux avoir ta bonne note. Et il faut respecter les règles. Respecter les règles. Et puis on se rend bien compte. Enfin, moi, je trouve qu'en même temps, je fais un parallèle, un grand écart, mais tu vois, le Covid, c'était quand même un choc collectif, sociétal pour tout le monde. Et on se rend bien compte avec le recul comment finalement on s'est adapté tellement vite à quelque chose et comment on s'en est désadapté, comment à la fois on avait trouvé quelque chose de normal et que maintenant, même avec le recul, on se dit mais comment on a pu accepter, etc. Et en fait, on se rend bien compte que on peut facilement, collectivement, il y a quelque chose qui est très fort en fait et qui peut nous emmener à changer très vite. Mais tellement, voilà. Tellement. Et en fait, c'est ça, c'est que collectivement, il y a une culture patriarcale qui est très forte et qui nous emmène toujours vers, voilà, que c'est là, donc là, je t'ai parlé de la scolarité, là, je te parlais de l'éducation, voilà, au travail, que ça soit, voilà, tu arrives dans le monde du travail, tu te rends compte que tu es moins bien payé et ça dérange, en tout cas, pas le système et encore moins les mecs qui sont mieux payés que toi. Après, on peut parler de la maternité, mais rien que la conception,
de l'accouchement, enfin de la conception hospitalière de l'accouchement, c'est-à-dire que on a fait en sorte de mettre le médecin à l'aise, alors que, enfin, je veux dire, les femmes avec cette puissance matricielle qu'on est de la création, enfin, on va dire, qui est tellement fort, et ce moment-là, qui est encore plus, enfin, je veux dire, quelque chose de très douloureux, et en même temps, voilà, dans plein de sens du terme. Et on a institutionnalisé que il faudrait que la femme soit sur le dos, à hauteur du médecin, pour qu'il puisse, oui, surtout, ne pas avoir de crampe de dos, avec une lumière dans la gueule, avec une temporalité où on va lui dire, voilà, toutes les femmes vont accoucher en tel temps, avec telle fréquence, il va falloir que ça va être pareil. Et si c'est pas, si tu respectes pas ça, on va te foutre des hormones pour que le rythme soit respecté. Rien que ça, c'est fou. Enfin, je veux dire, moi, et ça change de plus en plus, parce qu'il y a justement les sages-femmes, des femmes militantes dans le milieu hospitalier qui disent, bah, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, est-ce que déjà juste essayer de faire caca allongé? C'est quand même difficile. Bon, alors, accoucher, c'est peut-être pas la meilleure manière physiologique de toute façon pour voilà, de pouvoir garder sa liberté de mouvance, de pouvoir voilà, bouger, de pas être obligé d'accoucher dans la douleur. Ça encore, c'est quelque chose qui reste. Pourquoi on serait aujourd'hui encore obligé d'accoucher dans la douleur, de ne pas pouvoir avoir le choix? Je trouve ça fou. Enfin, l'accouchement, c'est l'avenir de l'humanité. Faut pas oublier, c'est quelque chose de tellement puissant. Et aujourd'hui, notre choix, c'est bon. Alors, soit tu décides d'aller dans une maternité qui fait les choses un peu plus naturelles, donc tu auras la chance d'avoir une chambre un peu plus confortable, une piscine d'accouchement, etc. Mais tu n'auras pas le droit à la péridurale. Soit tu peux avoir la péridurale, mais tu te tapes la chambre pourrie, voilà, avec un petit lit, enfin, et limite, enfin, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas mieux qu'une prison, mais je veux dire, c'est pas beaucoup mieux que, enfin, je veux dire, la personne qui va pour se faire opérer, je sais pas, de la jambe ou quoi que ce soit, c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, accoucher, c'est pour moi quelque chose de merveilleux au sens féministe de la chose. C'est-à-dire qu'on a ce pouvoir de procréation, cette puissance-là, on a dénué tout le sens de notre société, et qui pour moi est au cœur de la puissance des femmes, du rôle justement matriciel, en fait, de créer quelque chose. Enfin, c'est quand même. Bon, en tout cas, on a bien compris. Toi, tu veux mettre un terme à la culture patriarcale, c'est-à-dire cesser de penser que les femmes sont censées être un objet de désir pour les hommes. Et dans une vidéo brute qui est assez canon, tu parles de 5 choses que l'on aurait aimé savoir à l'adolescence. Donc, la pénétration, la douleur, le pénis, l'érection, le consentement, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces 5 choses que l'on aurait dû, c'est même pas que l'on aurait aimé savoir, que l'on aurait dû savoir à l'adolescence? Bah, en fait, ça, c'est par rapport à l'écriture du tome 2 du petit guide de la foufoune sexuelle, qui est un livre qui parle de puberté et qui est destiné aux adolescentes et aux adolescents, et dans lequel, en fait, je fais plein de chapitres sur tout ce que les ados ont besoin, je pense, d'apprendre, de savoir, avec comme notion centrale l'égalité homme-femme. Donc forcément, ça bouge beaucoup de choses. On parle des règles, on parle de la puberté, on parle des premières fois, on parle de l'anatomie, on parle de l'identité, on parle de la scolarité, de la relation aux autres, des émotions, etc., etc. Et dans la vidéo dans laquelle tu fais allusion, en fait, on parlait des premières fois. Et c'est vrai que c'est une notion centrale dans le livre, d'essayer de déconstruire les fausses idées patriarcales qu'il y a dans les premières fois. La première chose, c'était vraiment la notion, mais de ouf, c'était la première fois, ça fait mal. Et c'est normal. Tu verras, t'auras mal, mais après, ça passera. Ça, c'était vraiment une idée que j'ai entendue, qu'on m'a dit, et qu'on répète aux jeunes filles en disant, en fait, c'est normal d'avoir mal la première fois. Et je trouve ça, en fait, tellement horrible d'en être encore là. C'est-à-dire qu'on est encore en train de dire aux jeunes filles, en fait, tu vas rentrer dans la sexualité par la douleur, et c'est normal, tais-toi, et puis ça passera. Je trouve que
déjà, c'est fou parce que en fait, ce qui fait mal souvent dans les rapports sexuels, c'est la pénétration. Moi, je rappelle aussi que la pénétration, justement, c'est pas automatique et que ça fait partie du schéma reproductif. En fait, pour faire des enfants, voilà, la pénétration est du coup assez importante. On a longtemps été dans un schéma reproductif, sexuel reproductif, parce qu'il fallait, à l'époque, voilà, on vivait pas avec jusqu'à 80 ans comme aujourd'hui, donc il fallait vraiment qu'il y ait une forte natalité. Donc, en clair, avoir une sexualité reproductrice, c'était les fondements d'une société et il fallait créer la natalité. Aujourd'hui, on est dans une sexualité plus du plaisir. Donc, je vois pas, quand on parle de plaisir, pourquoi il faudrait instaurer la douleur comme notion principale de découverte du plaisir. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, comme tu l'as dit, c'est la pénétration qui n'est pas obligatoire, parce que si ça fait pas de plaisir, l'idée, c'est de faire la sexualité, c'est du plaisir, hein, pas de la douleur. Qu'est-ce que je disais d'autre? Il y avait plein d'autres choses, mais on va dire que les notions fondamentales, c'était ça, ouais. Ouais, tout à fait. Le consentement, t'en parles beaucoup aussi. Le consentement, on en parle beaucoup en ce moment. Si on n'a pas envie, on a le droit de dire non, tout simplement. Et ça doit être accepté par notre partenaire, peu importe au stade où on en est dans le câlin du moment. Mais c'est hyper important d'en parler aux jeunes. Et du coup, merci de le faire. Toi, ton truc, c'est le clitoris. J'avais trop envie de placer cette phrase. Alors, c'est un petit peu réducteur, mais c'est pas du tout le cas. Mais c'est juste que ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est ton truc. Et d'ailleurs, le 8 mars 2021, t'as dévoilé un clitoris géant sur le Trocadéro. Donc, faut quand même avoir pas mal d'audace pour faire ça. C'était quoi le message à travers cette démarche, cette action? Des actions, je me suis dit que voilà, tous les ans, tous les 2 ans, je voulais financer des actions avec grâce à mes livres pour en fait garder du sens dans ce que je fais. Et là, en fait, toujours dans cette idée d'aller vers la pop culture, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, c'est important de pas parler à l'élite et à l'entre-soi. L'idée, c'est d'exploser en fait les barrières culturelles de ceux qui nous entourent. Et je voulais aller parler à beaucoup plus de gens. Donc je me suis dit, il faut faire une action qui est pas élitiste, une action coup de poing, une action simple, parce qu'en soi là, voilà, c'était mettre un clitoris géant dans Paris, donc il y a rien d'exceptionnel, mais je savais que ça allait faire parler, et je savais que ça avait un pouvoir médiatique de peut-être faire de la télévision, et j'avais vraiment envie de toucher le public qui regarde la télévision, souvent plus vieille, pour sensibiliser en fait. Et là, l'idée, c'était, il y a plein de choses, hein, bien sûr, symboliquement dans cette action, mais là, j'avais axé sur quelque chose, en fait, on avait fait une tribune justement avec Dr Foldès et la docteure Odile Buisson, qui étaient donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les premières à faire l'échographie du clitoris. En fait, c'était pour dénoncer justement cet analphabétisme sexuel et ce retard en médecine. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était pour expliquer que les hôpitaux n'étaient pas équipés pour soigner les clitoris, etc., que en médecine, on n'apprenait pas les bases sur le clitoris, etc. Il y avait pas d'égalité institutionnelle là-dessus. Mais surtout, c'était surtout vraiment pour essayer d'exploser le plafond du cercle féministe et d'aller plus loin. Si j'ai encore 2 minutes, tu vois, je peux te faire un parallèle sur l'éco-militantisme. Moi, par exemple, je soutiens vachement les actions des écologistes qui vont aller faire des actions pour interpeller et alerter et dire bon là, les gars, c'est bientôt la fin du monde, vous allez réagir. Bon, je la fais courte. Et tu vois, ils ont fait des actions dernièrement sur les œuvres d'art qu'ils ont aspergées de purée. En soi, moi, de toute façon, toutes les actions, parce que comme je te dis tout à l'heure, la désobéissance, pour moi, c'est très important, donc je soutiens. Mais je pense que, par exemple, de faire ça sur une œuvre d'art, ça parle que à l'entre-nous, enfin, aux personnes qui sont déjà convaincues et qui pour moi, ont justement un intérêt pour l'écologie. Parce que je vois moi, je suis en campagne et je vois avec les gens avec qui je parle, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire, ils comprennent pas le lien entre, ils sont cons, ils aspergent des œuvres d'art, ils comprennent pas le lien entre
l'œuvre d'art et les problèmes écologiques, les problèmes climatiques. Parce que c'est trop loin. Il faut faire le lien entre, mais pourquoi les gens réagissent finalement, pourquoi ça fait la une des médias, parce qu'on met de la purée sur un tableau et que le monde s'effondre et personne n'en parle, etc. Tu vois, c'est trop compliqué et ça parle que à l'entre-soi. Et du coup, ça fait des actions qui vont diviser. Et moi, justement, par rapport au clitoris géant, j'avais envie, voilà, mes premières actions étaient peut-être un peu trop, il y avait certaines qui étaient assez élitistes aussi. Et là, j'avais vraiment envie d'ouvrir, de me dire, j'ai pas envie de parler aux féministes, j'ai envie de parler aux autres. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, on va faire les choses en grand, on va faire une chose simple, mais très pop. On va mettre le clitoris face au phallus le plus connu de Paris, qui est la Tour Eiffel. Et donc voilà, et ça a buzzé. Et c'était l'idée, en fait. C'était que, Bien à sûr. travers ce buzz, voilà, on puisse parler de ces sujets-là. Et puis merci, on a enfin su à quoi ressemblait notre clitoris, ce qui est plutôt une bonne chose. Pour terminer sur le clitoris, il y a quand même un mythe qui est hyper important et qui a bercé quand même les années des femmes. Et je suis persuadée que certaines femmes croient encore à ce mythe. Mais du coup, tu dis que l'orgasme vaginal n'existe pas et que tout orgasme provient du clitoris. Et du coup, ça me rappelle cette fameuse question qu'on s'est toutes posées jeune femme ou adolescente. Toi, tu es plutôt clitoridienne ou vaginale? Alors en fait, il n'y a pas de différence, c'est toujours lié, enfin il n'y a pas de différence, c'est toujours lié au clitoris. Et du coup, j'en viens à cette fameuse question. Alors c'est quoi ce fameux point G? Puisque du coup, tout est lié, c'est ça, tout est lié au clitoris. Enfin, je te laisse nous expliquer, tu vas mieux expliquer que moi. Mais du coup, je pense que cette notion, elle est ultra importante parce que je pense que ça a fait culpabiliser des millions de femmes de se dire, putain, mais moi, je suis pas vaginale, quoi. Oui, en fait, ça, c'est un sujet, c'est marrant, qui fait très polémique parce qu'il y a plein de sujets, enfin, de réponses sur la question. Moi, je suis très scientifique. Donc, en fait, moi, je suis dans le réel. Je me dis, un fait est un fait. Je me base pas sur autre chose. Et dans les recherches en médecine sur justement, soi-disant le point G, c'est le docteur, pareil, Odile Bisson qui le dit. Et elle dit, ça a été disséqué. Et disséqué. Et d'un point de vue anatomique, il n'y a pas de point G. Je veux dire, c'est dans le réel, on peut regarder, on a regardé, il n'y a rien. Donc, d'un point de vue anatomique, il n'y a rien. Par contre, elle dit, et c'est très important, il faut croire les femmes, la parole des femmes. Et quand les femmes disent, on ressent du plaisir profond, à l'intérieur. Parfois du plaisir encore plus fort que du plaisir clitoridien. Et donc là, elle explique, elle dit, et elle suppose qu'en fait, ce n'est pas une zone, enfin un point anatomique ni une zone anatomique, mais c'est une zone ressentie. Et c'est-à-dire que c'est le complexe, ce qu'on appelle clitéro-vaginal, urétro-clitéro-vaginal, donc qui est entre l'urètre, le clitoris et le vagin. Et en fait, tous ces organes se touchent à un endroit. Et en fait, elle explique que peut-être, vu que cette zone ressentie vient de là, ça serait une sorte de zone G ressentie via un mécanisme d'échange inter-organes qui, en fait, fonctionnerait entre eux et à ce moment-là, réussirait à procurer l'hormone, la molécule du plaisir. Donc, en fait, d'un point de vue scientifique, on en est là. Et il y a aussi quelque chose à... Alors, tout ça, c'est les suppositions, parce que là, ce que je te parle, c'est prouvé scientifiquement. Et par la suite, c'est des suppositions aussi de chercheurs et de chercheuses. C'est qu'en fait, là, on sait que la nature est bien faite, c'est que tout a un sens, tout a une utilité. Ce désir, en fait, aussi de pénétration, qu'on peut ressentir aussi parfois lors de rapports sexuels ou d'excitation. Ce serait comme un appel aussi à la procréation, finalement. Un appel à cette, ce qu'on peut appeler libido utérine, ce qui serait finalement hormonalement créé pour ce désir de procréation. Et donc, il y a sûrement un lien. Eh oui.
Et c'est pour ça que ça survient d'ailleurs au moment de la période d'ovulation. La nature est hyper bien faite. La libido, elle s'accroît à ce moment-là, en fait. Et il y a ça aussi dans le cycle des femmes, voilà, en fonction du cycle, en fonction de la fécondation, en fonction de la fécondation, pardon, de Eh oui. l'ovulation, Mmh. en fonction de plein d'autres choses, hein, mais je veux dire, là-dessus, je veux pas mettre de fausses idées, si tu veux, parce qu'on est en début de recherche, on connaît rien du tout. Donc moi, j'ai beaucoup de suppositions par rapport à mes ressentis, par rapport à mes témoignages, par rapport à l'enquête que je fais, et que c'est une question, voilà, que je porte un peu en permanence. Mais aujourd'hui, voilà, on faut admettre qu'on ne sait pas, justement, qu'on ne sait pas tout, et que j'espère que bientôt, voilà, il y a des recherches qui avanceront sur le sujet. Pour l'instant, on est là. En tout cas, voilà, c'est un sujet qui était un peu mystique et qu'on démystifie, donc c'est bien, c'est important, c'est une bonne chose. Et merci du coup pour toutes ces explications. Et à chaque fois, c'est hyper intéressant parce que tu pousses la chose, les réponses encore plus loin. Donc vraiment, merci pour ça, Julia. Sans transition, tu as fait un post sur Insta qui m'a fait un petit peu halluciner. Et tu parles des hommes. Tu parles en fait des hommes comme quoi ils sont responsables de l'écrasante majorité des comportements asociaux. Donc je cite ce que tu as mis dans ce post, enfin ce que vous avez mis dans ce post. 84% des accidents de la route, ce sont des hommes. 92% des élèves sanctionnés, ce sont des hommes. 90% des personnes condamnées par la justice, ce sont des hommes. 86% des meurtres, ce sont des hommes, enfin ce sont représentatifs des hommes. 97%, ce sont des hommes aussi par rapport aux violences sexuelles. Mais c'est un truc de dingue. Enfin, en fait, j'ai limite eu des frissons, des sueurs froides, je sais pas, je me suis dit, mais waouh, c'est impressionnant. Et du coup, ma question, donc c'est complètement affligeant, mais c'est quoi la cause de tout ça? Alors ça, c'est ce qui s'appelle le coût de la virilité. Et en fait, c'est une sociologue qui s'appelle Lucille Pétavin qui a fait cette recherche. C'est une étude, hein. Elle en a fait un livre, Le coût de la virilité. Et c'est extrêmement, je suis d'accord, choquant. C'est encore une chiffre mentale de se dire, mais en fait, oui, et on le sait, mais pourquoi on s'en rend pas compte? Je veux dire, à un moment, bien sûr, on sait que dans les prisons, c'est plus des hommes, on sait que les incivilités, c'est C'est plus des vrai, hommes, etc., etc. tout à fait. Mais de le voir avec des chiffres, tu vois, c'est autre Bien chose. sûr, c'est le réel. Et en fait, pourquoi alors dans son livre, d'ailleurs, je vous le recommande, hein, elle explique pas mal de choses, hein. C'est très intéressant. Mais pour faire court, c'est que dans l'éducation, dans les rôles sexistes qui sont attribués aux femmes comme aux hommes, en fait, la virilité des hommes est valorisée. Le mauvais comportement des hommes est valorisé. Alors que chez les femmes, beaucoup moins. Justement, nous, en fait, on va accepter beaucoup moins de choses d'une femme, on va valoriser beaucoup moins, pas du tout les comportements justement de désobéissance, d'incivilité. C'est-à-dire qu'une femme, ça doit être droite, sage, responsable, et même dans l'éducation, enfin, on voit dans ce que va supporter dans les petites filles, les petits garçons. C'est-à-dire que un petit garçon turbulent, c'est un garçon, une petite fille turbulente, elle a un problème. Voilà, c'est dans ce qui est valorisé, c'est-à-dire que la virilité, se battre, la violence, c'est valorisé. Ah bah oui, si tu veux être un homme, tu vois, c'est l'idée, sinon t'es encore une fois, en employant le vocable de la société patriarcale, t'es une tapette, t'es une fille, tu pleures, t'as des émotions, etc. Non, ça c'est réservé aux femmes, les émotions. Les hommes, c'est voilà la force, c'est la bagarre, c'est la guerre. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qui, vu que c'est valorisé, qui a été, qui est institutionnalisé aussi. Et on le retrouve, voilà, avec ces chiffres qui sont assez fous. Mais voilà, je pense que c'est vraiment. Après, elle explique dans son livre, mais c'est toute une question de culture, hein, de culture, de conditionnement, d'éducation, et
par exemple, tu vois, sur l'histoire des féminicides, donc des meurtres de femmes, là, on les compte par centaines chaque année. Si on inversait les choses juste et que par exemple, il y aurait, je sais pas, mais même on changeait les statuts de femmes, par exemple, que c'était juste des employés qui tuaient leur patron et qu'il y avait 100 patrons qui mouraient chaque année comme ça, mais ça serait, enfin, je veux dire, ça serait un scandale, ça serait quelque chose, une affaire d'État. On inverse les choses, il y aurait même des femmes qui tueraient leur mari, et il y en aurait des centaines par an, mais ça serait mais genre inconcevable. Enfin, je veux dire, ça serait mais les femmes, mais qu'est-ce qui se passe? Elles sont dangereuses, regardez ce qu'a fait le féminisme, etc. Alors que là, en fait, finalement, c'est quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose qui, il y a au fond de nous, quand on va entendre un titre comme ça, une jeune femme a été tuée par son compagnon. On a toujours dans notre tête, c'est ah oui, mais bon, peut-être que tu vois, peut-être que c'est un crime passionnel, il devait trop l'aimer, donc il l'a tué. Et on a encore cette idée qu'on peut associer amour et violence. Ah oui, oui, mais elle l'a peut-être poussé à bout, etc. Enfin, on est toujours en train de donner des excuses aux hommes. Euh, et, euh, et ça, c'est ancré. Hein, donc, Mais complètement. Ou alors, ça nous interpelle pas plus que ça, en fait. Et c'est ça qui est pas normal. Comme tu le disais, si c'était dans un autre contexte, ça serait une affaire d'État. Et là, le problème, c'est que ça n'interpelle même pas, en fait, même plus, puisque c'est rentré dans une espèce de normalité malsaine, en fait. Enfin bref, c'est... c'est comme si tu veux aller un peu plus loin sur la vie. Les vies ont une valeur différente et on le voit bien. Mais en fait, ces strates-là, elles sont là. Je te parle en France, égalité homme-femme. Mais regarde, tu vois juste à l'échelle du monde avec les flux migratoires, les vies qui valent plus que d'autres. C'est-à-dire que les gens qui ont réussi Tout à à fait. sauver en Méditerranée, ou là il y a le Vendée Globe, C'est clair. ceux qui vont aller le sauver parce que voilà, il y a de toute façon une valorisation des vies dans chaque chose. Et c'est ça qui est choquant. Et dans notre culture, en tout cas, je parle de la France, on peut dire européenne, mais on peut pas dire occidentale, la vie d'un homme vaut plus que la vie d'une femme, oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est des sujets qui sont passionnants et on sent que tu es passionné, ça te transporte, c'est vraiment ta mission de vie et c'est assez incroyable. Pour terminer cet échange, j'aimerais citer une partie d'un texte que tu as écrit, sinon ça serait un peu long, bien que là c'est déjà un petit peu long, et que je trouve que, enfin voilà, c'est hyper parlant, c'est hyper fort. Donc je me permets de citer une partie de ce texte que tu as écrit. Donc tu as dit: je veux pouvoir affirmer ma puissance avec mon cerveau et non avec mon cul, parce qu'une femme est tuée tous les 3 jours par son compagnon, parce que 73% des tâches ménagères sont encore effectuées par des femmes, parce qu'une femme est 10 fois plus exposée aux injures sexistes, parce qu'une femme risque sa vie en rentrant seule la nuit, parce que je ne veux plus avoir peur, parce que le porno conventionnel massacre le sexe, parce que les dictats du mâle alpha détruisent les hommes, parce que dans le secteur du numérique, 15% seulement sont des femmes, parce que la publicité nous montre des seins et des culs d'adolescentes de 13 ans pour vendre des bougies parfumées, parce que la domination du capitalisme patriarcal dévaste nos vies. Je ne veux pas continuer à être un sexe à baiser ou à vendre. Incroyable ce texte. Je trouve que c'est parfaitement écrit. C'est fort, c'est poignant, ça. J'adore. Enfin, j'adore. C'est bizarre de dire j'adore, mais ça interpelle, tu vois. Et du coup, j'ai une question. J'ai une question liée à ça, liée au féminisme et liée au combat. Est-ce que finalement, tout ce qu'on est en train de faire, parce que moi aussi, je suis à ma petite échelle, une petite féministe dans l'âme, est-ce que finalement, on n'est pas dans un espèce de concours d'ego, tu sais, dans un combat et tout ça, est-ce que finalement, ça ne fait pas que monter davantage les hommes contre les femmes? Alors, c'est intéressant que tu parles de ça. En fait, il y a une notion qui s'appelle le backlash, qui a été dessinée, conceptualisée par Suzanne Faludi, une américaine, mais le livre a été traduit édition des femmes en France depuis. Et en fait, elle parle du backlash, c'est-à-dire que chaque avancée féministe qui va avoir lieu va donner lieu à un backlash, un retour en arrière, un retour de bâton. Alors, elle donne des exemples qui sont hyper intéressants de tout temps. Quand au début les femmes, je vais donner un exemple, se battaient pour aller à l'école. Du coup, backlash, c'était
depuis que les femmes, que les jeunes filles vont à l'école, elles perturbent les garçons et les niveaux scolaires ont chuté. Premier backlash. Ensuite, par exemple, les femmes travaillent. Backlash par la suite. Depuis que les femmes travaillent, il y a beaucoup plus de dépressives, de femmes qui n'arrivent pas à tenir leur foyer, des mauvaises mères, etc., etc. Backlash. Il y a toujours, si tu veux, quelque chose là-dedans. Depuis MeToo, donc forcément, la parole s'est libérée. Parce que les femmes ont toujours parlé, mais on va dire qu'on les écoute maintenant. Donc, la parole s'est libérée, mais parce que la parole s'est libérée, il y a backlash derrière, puisque, en fait, la femme qui subissait des violences, par exemple, avant, va peut-être l'ouvrir aujourd'hui. Et vu qu'elle va l'ouvrir, va y avoir du coup un conflit, une confrontation et de la violence de la part des hommes, justement. Parce que comment ça tu l'ouvres? Comment ça tu te laisses plus frapper comme avant? Comment ça tu veux faire la révolution? Ma petite, je vais te frapper bien plus fort pour que tu puisses bien fermer ta gueule. Je te la fais courte, mais grosso modo, c'est ça. Donc, bien sûr qu'il y a une révolution, une contre-révolution, comme on l'appelle, qui arrive, mais qui est là depuis toujours. Je t'en ai parlé avec le clitoris, où il y a eu des avancées, puis derrière, hop, on l'enlève. Je t'ai donné quelques exemples sur l'école, le travail, mais ça a été pareil sur la contraception. Hop, on avance, et puis backlash. Depuis qu'il y a la contraception, les femmes baissent partout, ce sont des grosses nymphomanes, ça puisse tenir. Bon, tu vois, quand il y a eu l'IVG, oui, mais depuis qu'il y a l'IVG, justement, parce qu'ils perdent le contrôle de la fécondité, de la fécondation. Et du coup, c'est toujours le backlash. Oui, mais les femmes, depuis que c'est l'IVG, elles vont l'utiliser n'importe comment comme moyen de contraception. Ce sont des tueuses d'enfants, etc., etc. Il y a toujours un backlash qui arrive par la suite pour expliquer que la nouvelle... la nouveauté qui est arrivée dans notre société a créé un déséquilibre, a créé justement des problèmes. Donc, bien sûr, là, aujourd'hui, il y a une contre-révolution, il y a un backlash qui est très présent. Pour aller plus loin, tu vois, Obama, après, tu as Trump, tu as le backlash, tu as toujours un équilibre comme ça qui se fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas perdre espoir parce qu'en fait, ça n'arrête pas. La révolution, elle est en cours. C'est une révolution qui est inévitable. Faut bien se rappeler, ça porte déjà 52% de la population mondiale. On est plus nombreuses, et en plus, il y a beaucoup d'hommes qui sont pour cette révolution aussi. Donc, c'est un mouvement qui est en cours, qui est inévitable. Et actuellement, on est, si tu veux, faut pas l'oublier, ça fait en 50 ans, on a vécu beaucoup plus d'avancées historiques féministes qu'en 2000 ans d'histoire. Tu vois, si on revient 60 ans en arrière, on n'avait pas encore le droit de vote. Je veux dire, faut bien se rappeler ça. Nos grands-mères ne pouvaient pas conduire. Nos grands-mères ne pouvaient pas travailler sans que leur mari leur dise oui, c'est bon, tu peux travailler. Donc, c'est pas loin, en fait. Donc, c'est une révolution qui est en cours, qui pour moi est inévitable. Par contre, faut pas se leurrer, oui. Il y a des gens qui vont s'y opposer, dans toutes les révolutions. C'est là qu'il faut pas perdre espoir. Il faut rester, faut rester dans cet élan. Mais je pense que c'est quelque chose qui, moi, je vois en tout cas. Je m'arrêterai là-dessus, mais pour parler de moi, intimement, la révolution que je vis intérieurement de féministe, jamais je pourrais revenir en arrière. C'est-à-dire que une fois qu'on a des clés, qu'on a détricoté, qu'on a acquis des choses, on peut pas revenir en arrière, c'est trop tard en fait. On va pas me refaire vivre dans une liberté beaucoup plus limitée. J'ai goûté à la liberté et je vais la garder. Donc si tu veux, toutes ces choses-là, je pense que c'est chaque génération avance. Tout à fait. En tout cas, pour faire une petite... déjà, merci, Julia, pour ce transfert de données, de connaissances. Merci beaucoup. Tu es vraiment un puits de connaissances sur tous ces sujets et c'est hyper intéressant. Et juste pour faire une petite transition avec ce que tu disais par rapport à nos grands-mères, moi, j'ai lancé les locomotives justement pour aider les femmes pour qu'elles osent, si tu veux, réaliser leurs projets, leurs rêves. Parce que j'avais une grand-mère qui a toujours rêvé de conduire et qui n'a jamais pu assouvir ce rêve, et une grand-mère qui a toujours rêvé de travailler. Donc, tu vois, comme quoi, c'est exactement ce que tu disais. Et du coup, je pense qu'il y a une mission un petit peu plus féministe, inconsciente, derrière mon projet. Bref, je voulais juste faire une petite transition là-dessus. Julia, pour terminer cet échange, on a toujours 3 questions rituelles dans le podcast. La première question, c'est: quel était ton rêve de petite fille ?
Mon rêve de petite fille, c'était un truc galactique. Je voulais réussir à imaginer le vide. Waouh! Voilà, ça me faisait peur. C'est assez incroyable, c'est assez deep, ok. Très bien. Deuxième question, est-ce que tu as un mantra dans la vie, une phrase qui te guide? Ah ouais, moi je suis la mode cuculande. J'ai plein de phrases que j'adore. Celle qui me porte depuis vraiment toujours, enfin depuis toujours, je sais pas, 10-12 ans on va dire, c'est le passé nous retient, le futur nous tourmente, c'est pour cela que le présent nous échappe. Et alors je l'adore, je crois que c'est de Flaubert, mais je voudrais pas dire de conneries, donc fact-checker les choses. Mais en tout cas, j'adore cette phrase. Et dernière question, attention, la plus difficile. Pour toi, c'est quoi être une locomotive? Alors, pour moi, être une locomotive, c'est faire du bruit. Faire du bruit, j'imagine. Ouais, je vois la fumée et être quelqu'un de très bruyant et en même temps très utile. Parfait, Julia. Merci infiniment. Encore une fois, merci d'avoir accepté mon invite et d'être passée au micro des locomotives. Je te souhaite une très belle continuation, Julia. Ça marche. Eh bien, au revoir alors. Salut Julia, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.